Bonjour à toi cher spectateur qui te pose peut-être encore la question de pourquoi des Américains et des Anglais décident de faire un remake d'un film qui est sorti il y a à peine 2 ans. La réponse est simple, pour que les Américains puissent le comprendre, puisque les Américains n'aiment pas les sous-titres. Et bienvenue dans cette vidéo autour de Speak No Evil, réalisé par James Watkins, qui nous raconte donc l'histoire d'un couple d'Américains qui est parti s'installer en Angleterre, à Londres, qui se nomme Ben et Louise, et qui, avec leur petite fille Agnès, passent des vacances merveilleuses en Italie et font la rencontre d'un autre couple, celui de Patrick et de Chiara, ainsi que de leur fils Ant, et à partir de là va commencer une petite amitié qui va traverser les frontières, puisque même en rentrant à Londres, ceux-ci pensent à eux, leur envoient une petite carte postale en leur disant « Venez dans notre campagne ». Ce n'est que le début des emmerdes, bien évidemment. Et pour en parler avec moi, film d'horreur, James McAvoy, James Watkins, Eden Lake, le lien se fait. Comment vas-tu, Et Hugo? voilà, me voilou. Me voilou. Eh bah écoute, ça va très bien, hein, ce petit après-midi ensoleillé, ma foi, tout va bien. Non, je vous ai un peu placé le contexte déjà en intro, mais donc il s'agit d'un remake d'un film danois et norvégien qui se nommait Speak No Evil, ou en français Ne dis rien, réalisé par Christian Tafdrup. Ce film avait eu son petit écho parce que Hugo et moi on en a entendu parler puisqu'il est passé à l'Absurde Séance. Jean-Mo n'a jamais le nez creux quand il s'agit d'aller chercher des petites pépites venues de pays lointains pour nous embailler dans des péripéties horrifiques qui sont surprenantes. Le film a fait quand même son petit écho en festival, il a pas mal marché, il y avait vraiment des bons retours de la part des spectateurs. Je l'ai découvert sur le tard, tout comme toi un petit peu. C'est vrai que c'est surprenant en fait de voir un cinéaste comme James Watkins, qui n'avait pas fait de film depuis maintenant plusieurs années, revenir à la mise en scène pour proposer un remake d'un film qui a quand même des traits, et je dis bien des traits, mais on évoquera ça un petit peu plus loin, qui ressemble quand même beaucoup à un de ses premiers longs métrages qui se nommait donc Eden Lake, dont Hugo et moi on est très fans, voilà, et donc c'est vrai que c'était un peu surprenant de le voir retourner sur ce terrain-là. Après James Watkins, on va pas se mentir, c'est le cinéaste qui vit dans l'ombre d'Eden Lake depuis le début, c'est-à-dire que les autres films qu'il a fait par la suite, que ce soit La Dame en Noir ou la suite, on n'arrête pas de dire c'est le mec d'Eden Lake, où est-ce qu'il est ? Donc, à partir de là, je pense qu'il y avait besoin pour le cinéaste britannique de revenir à sa source et de proposer un film qui lui ressemble peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi de réadapter ce screenplay. Je me tourne vers toi, mon cher Hugo, et je te demande ce que tu as pensé de Speak No Evil. Pourquoi? Ce sera le raisonnement d'Hugo Joubert. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non, c'est... Alors, en sortant de la séance, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai passé un plutôt bon moment, on reviendra sur les qualités un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pas une purge, c'est même tout à fait correct pour être honnête. Il y a quelques défauts, mais voilà. Si on le prend en tant que film. Maintenant, en tant qu'adaptation, ça a complètement perdu le sens du film original, ce que je ne comprends pas. On en reviendra dans la partie spoiler aussi, mais par rapport à Eden Lake, son petit bébé, on a perdu. Il y a de la redite, mais on a perdu le côté positif d'Eden Lake. Donc, en tant qu'œuvre toute seule, c'est pas un mauvais moment à passer. En tant qu'œuvre dans un environnement global, c'est pas une franche réussite, pour être tout à fait sincère. Même s'il a ses qualités, on y reviendra. Je me suis pas emmerdé tout le film, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit en montant dans la voiture? Ça casse pas 4 pattes à un connard. Oui, ça doit être ça, Voilà. Non, je vais te soutenir, en étant un peu plus positif quand même, parce que j'ai vraiment passé un sympathique moment. Je vais pas dire un bon, parce que bon, ça serait vraiment lui donner une qualité qui est, pour moi, peut-être un petit peu trop élevée. C'est sympathique, en fait. Speak No Evil arrive à aller dans une direction qui est intéressante, n'ose pas assez être audacieux. C'est problématique parce que James Watkins, il vit dans l'ombre d'Eden Lake, comme je le disais au début. Et Eden Lake, c'est un film qui est très radical dans sa conception. C'est un film qui va vraiment extrêmement loin, qui par moments est difficile à regarder parce qu'il est dur, il est vraiment dur, et qui n'a pas peur de mettre les deux mains dans le cambouis pour faire en sorte que le spectateur se sente dans un malaise profond et surtout comprenne en fait le malaise des personnages et surtout à quel point l'évolution de l'héroïne notamment a un impact sur nous spectateurs. Oui, il est très chaud, il est plus
pas underground, mais limite quoi là. Il est très cathartique en fait, Oui. Watkins, dans sa manière de concevoir ça. C'était une réalisation, on pourra en parler vite fait. Oui, c'était quelque chose de beaucoup plus brutal, de moins liché. C'était vraiment Cradox quoi, c'était plein de boue, plein de sang Et Speak No Evil a beau être bien fait, il manque ce petit truc qui devra en faire une œuvre qui déstabilise en fait, qui fait qu'on n'est pas sur nos appuis et qu'on n'a pas la sensation d'aller dans un terrain connu. Et c'est le problème en fait, c'est que j'ai dit sympa, c'est parce que Speak No Evil n'est pas du tout un film qui va sur un terrain inconnu, contrairement à l'original, qui lui pour le coup était assez audacieux dans sa manière de se structurer, de nous pousser dans nos retranchements. Et c'est pas forcément un film qui est gore ni hardcore, c'est juste un film qui a les bons effets au bon moment pour pousser le spectateur à se dire là je suis pas bien. Et le problème c'est que Speak No Evil ici va constamment dans une direction un peu automatique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, elle est pas déconnante, elle est plutôt maîtrisée, mais on n'a pas cette sensation d'être déstabilisé, d'être vraiment avec les personnages. Elle est trop classique par rapport à ce qu'était sa première œuvre. Là on a perdu un peu l'effet de surprise tout le long du film. J'ai dit que je me suis pas ennuyé parce qu'il y a un rythme, parce qu'il y a le casting, parce qu'il y a la réal, mais au niveau de l'écriture, s'il y avait que l'écriture, je me serais fait chier tout le long. Parce qu'il n'y a aucune originalité. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage au vu de ce qu'il a pu proposer. Et on en reviendra dans la partie spoiler, mais cette femme a déçu. Elle est déconcertante. Elle est déconcertante. Surtout quand tu la compares avec la fin de l'œuvre originale. Enfin, voilà. Oui, clairement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture, vu qu'on va quand même avoir pas mal de choses à évoquer. Donc l'écriture, c'est écrit par James Watkins seul, qui a donc basé son scénario sur celui de Christian et Matt Stavdrup, donc les deux auteurs qui avaient conçu le premier film. Bon, déjà, autant aborder frontalement ce qui marche dans ce film, factuellement. Moi, je trouve qu'il y a des idées intéressantes, notamment autour de certaines thématiques. De manière globale, en fait, le film n'est pas très original dans sa manière de poser les personnages. La seule originalité étant le fait que ce soit des personnages qui se rencontrent en vacances, qui vont vaguement faire connaissance, et on les retrouve un petit peu plus tard, retourner à leur vie chacun de leur côté, et là d'un seul coup il y a cette invitation qui pop et qui fait qu'ils vont les rejoindre dans le sud de l'Angleterre. Cette base-là manque d'originalité mais tient le coup parce que on se laisse embarquer en fait par le côté découverte. C'est pas tout à fait déconnant non plus. Non. Moi je trouve ça même plutôt efficace en fait. Enfin, j'étais en train de me faire la réflexion mais je me suis dit on enlève le côté remake, hein. Enlevez vraiment ça parce que sinon c'est pas possible, on se dit forcément c'est pas original du tout. En tant que film tel quel, l'idée d'amener des personnages dans ce contexte-là, de leur retirer des artifices personnels pour faire en sorte qu'ils soient complètement à l'air libre, entre guillemets, et détacher de tout ce qui les ramène à ce qu'ils sont en tant que personnages, des personnages qui se rencontrent en vacances, c'est arrivé à tout le monde, ça arrivera à tout le monde, et la manière avec laquelle c'est fait rend ça hyper empathique. Ça fait que tout de suite, en tant que spectateur, on a envie de se mettre à la place de ces personnages et de se dire bah oui, évidemment que j'ai envie d'aller en vacances avec eux. Ils ont pas l'air méchants ces gars-là. C'est une situation très classique et qui peut arriver à tout le monde. Et en soi, c'est intéressant, comme l'était Eden Lake, où c'était un couple qui partait en vacances pour prendre du bon temps au bord d'un lac idyllique. D'un Éden. Finalement. Mais voilà, cette base-là, elle est commune et elle est propre à tout le monde. Enfin, Encore une fois, on reste sur ce qu'on n'arrête pas d'évoquer à chaque fois lorsqu'on parle de films d'horreur et de films d'épouvante ou de films fantastiques. Prendre une base de réel pour ensuite y accrocher quelque chose qui fait que ça twiste et que ça déconne, c'est ça qui fait que ça fonctionne et c'est ça qui fait que ça marche. Mais là, ça marche pas parce que j'estimais pendant le film que ça allait pas assez loin, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas assez développées dans l'écriture. Enfin, il y a ce rapport du personnage qui est censé être malsain et tout, et je trouve que ça c'est pas assez retranscrit en fait. En fait, ce qui est problématique, c'est que je trouve que les persos... Bon, je vais prendre Ben et Louise, juste pour prendre un exemple. Ben et Louise, pour moi, c'est deux personnages qui ne fonctionnent pas dans le récit parce qu'ils sont des archétypes poussés dans un extrême qui ne marche pas. Louise est la mère poule, mais une mère poule vraiment détestable. On n'a pas envie du tout de l'apprécier. Et Ben est un couard. Ben, c'est un lâche. C'est quelqu'un qui n'a aucune motivation à vouloir sauver sa famille, mais qui va être poussé peut-être dans ce retranchement-là. On en parle souvent lors de l'écriture des personnages, et on dit souvent ils sont pas tombés dans le caricatural. Bah là, on y est. On y est presque. On y est. On y est presque. Pour moi, on n'y est pas tout à fait parce que je vois en fait ce qu'a voulu faire Watkins. Ce qu'a voulu faire Watkins, et c'est plutôt une idée intéressante pour ceux qui n'ont pas vu le film original, c'est de pousser le spectateur à potentiellement se dire ces héros sont détestables. Je ne les aime pas, je ne les apprécie pas, je n'arrive pas à rentrer dans leurs archétypes. Et ce sont des personnes ordinaires. Et ce sont des personnes...
ordinaire, Très ordinaire. très ordinaire. Il y a plein de trucs. La scène du début où ils sont dans leur appartement londonien avec cette pluie, cette grisaille, Londres. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, j'étais presque en train de me dire, la vache, mais j'ai jamais vu une caricature pareille en fait de la famille londonienne à problème, quoi. Il y a rien d'original. Mais voilà, c'est... Et même les troubles de la jeune, ouais, on d'Agnès, peut associer ça un petit peu à l'espèce d'effet de mode qu'il peut y avoir des enfants qui rencontrent des problèmes, qui ont besoin d'une application pour souffler, qui ont besoin de leur doudou jusqu'à 12 ans. Lapinou. Lapinou. Enfin, voilà, ça va totalement dans le caricatural, mais sauf que ça sert pas le propos et ça met des ressorts et des rebondissements qui servent pour la suite du film. Mais on aurait pu s'en passer Honnêtement, largement. Agnès, moi personnellement, je trouve que c'est un énorme handicap sur l'immersion du spectateur parce que certes, il va y avoir des choses qui vont être amenées par la suite dans le rapport que va entretenir Agnès avec Ant qui fait que pourquoi pas, mais elle aurait pas eu son handicap, ça aurait quand même marché. Et ce handicap, en fait, il sert juste à ramener une contrainte au personnage qui va lui pousser à... ouais, c'est ça, qui sont maladroits, qui sont maladroits, voilà, qui sont très maladroits, qui sert plus de retardement. Le doudou est un très bel exemple parce qu'honnêtement, durant la début de la conclusion, le doudou il fait vraiment pousser quoi. Tu sens que c'est vraiment regarde le doudou. Ça fait un peu ça. C'est vraiment dommage parce que du coup, on n'y croit plus à cette histoire de réalisme, de machin et tout. Tu te mets à la place des personnages. La gamine elle a oublié le doudou. Elle a beau avoir des troubles et tout, au vu de ce qui s'est passé, tu te barres. Oui, tu te barres. Et je pense que 99% des gens, peu importe le profil de leur enfant, se seraient barrés. Oui, complètement. Ah, voilà, ça perd n'est ça qu'un fait exemple. totalement sortir du... Ça fait un peu sortir du film. Sortir du film. Je te propose qu'on saute dans la partie spoiler, parce que là on est quand même un peu limité. Le petit timecode apparaît juste là. Parce que concrètement, donc déjà je replace comment se termine le film original. Le film original a à peu près la même manière de progresser, si ce n'est qu'à la fin, Ant meurt, Agnès est enlevée, et la langue coupée, et les parents sont lapidés. Voilà. Wouh. Ici, donc, pour ceux qui ont eu l'extrême joie de voir le film, donc... Et tout le monde survit. Non, sauf Patrick. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est le couple de gentils qui arrive à tuer tous les méchants. Oui, c'est le ça. chasseur méchant, la femme méchante et le mari méchant. C'est ça. On perd complètement le sens. Le film d'origine, la scène de fin, c'est très clairement biblique. Il y a une scène de lapidation, suivie de quelqu'un qui ressort de l'eau comme un baptême, avec ces espèces de chants grégoriens. Et des enfants qui courent dans tous les sens, montrant qu'ils ne sont pas à l'abri d'être kidnappés. Générique, tableau néoclassique ou classique, voilà. En fait, je pense clairement que le film fait référence à toute cette partie qu'il y a eu en Italie durant... alors, j'ai plus précisément, il y a un très bon film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle L'Enlèvement, qui parle de ça. J'ai plus précisément dans quelle période ça s'est passé, mais il y avait beaucoup d'enfants qui étaient enlevés à leur famille par l'État chrétien. Et je pense qu'en fait, le film veut faire écho à ça. Sauf que c'est intéressant parce que dans le film original, il y a très peu de métaphores qui sont évoquées autour de la religion, etc. Et Watkins a eu ce choix très particulier de retirer toute cette sève-là pour essayer de proposer d'autres thématiques. Donc j'ai déjà évoqué, mais il y a donc les parents qui sont en crise. Il y a une thématique qui est très intéressante qui est évoquée durant une partie du film autour de l'impact des parents sur l'évolution de l'enfant et le fait qu'on ait un héritage néfaste sur nos enfants et qu'en plus on les pousse à avoir de nouvelles névroses qui vont en faire des individus encore plus difficiles à vivre en société ou juste à s'accepter aussi. Donc cette idée est intéressante parce que du coup il y a un lien qui se fait par rapport au point de vue qui est souvent adopté dans le film, c'est-à-dire que Ant a beaucoup plus de place que dans le film original, tout comme Agnès, et en fait ce sont les deux enfants qui découvrent l'origine en fait des méfaits des parents. Donc forcément, il y a une parabole, il y a quelque chose d'évocateur, il y a ce besoin de vouloir plus lier vraiment à l'enfance que de lier à ce que deviennent les parents. Ce qui nous intéresse dans le film original de Christian Tavdrup, c'est clairement ce que vont devenir les parents. Là, ici, c'est plus ce que vont devenir les enfants. Qu'est-ce qui leur arrive à ces enfants? Et donc les enfants qui sont remplacés et switchés de famille à chaque fois, genre de place jusqu'à trouver le meilleur enfant. Même ça, d'ailleurs, c'est... Je sais pas, ça a un côté moins impactant, en fait. Le fait que le premier long métrage soit resté très énigmatique sur le remplacement de l'enfant, que limite ça sort juste on le remplace parce que voilà, il faut le remplacer, c'est tout. Psychopathes. C'est ça, parce que de toute façon c'est la fameuse phrase qui a beaucoup plus d'écho dans l'original que dans le nouveau, c'est-à-dire parce que vous nous avez laissé faire.
C'est beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus impactant. Et c'est ce qui faisait que, par exemple, je prends un autre film parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça, The Strangers, qui est un film radicalement différent, mais qui montre des personnes violenter d'autres personnes dans leur maison. Et à la fin, c'est genre, pourquoi vous nous avez fait ça? Bah parce que vous étiez là. Et oui, j'aime bien. Un peu comme Il à l'époque. C'est ça, il y a ce mystère en fait de pourquoi ils font ça qui fonctionne. Et là, c'est un petit peu trop justifié avec Chiara qui aurait eu une fausse couche, ou qu'elle aurait perdu un enfant au bout de 12 semaines. Enfin, c'est même pas si c'est vrai. Enfin, c'est bizarre, c'est brouillon en fait. Mais on sent que c'est ça qui est paradoxal en fait, c'est ça qui me dérange avec Watkins, c'est qu'il a voulu amener plein de nouveaux trucs, mais qu'il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait potentiellement donner du contexte et de l'impact à sa dramaturgie. Et il a voulu du coup aller dans une direction beaucoup plus terre à terre, avec non pas quelque chose qui ferait un peu méta, genre il y a une secte ou je ne sais quoi qui s'occupe d'enlever des enfants et de les greffer dans une famille pour remplacer. À la limite, pourquoi pas, mais il aurait fallu un truc plus intense, avec des thématiques plus noires. En fait, là, c'est tout. Les traumas sont utilisés, mais sauf que, comme on ne sait pas si c'est vrai ou pas, bah, du coup, il n'y a pas d'impact. Si ça avait été avéré, si ça avait été vrai, bah là, on y aurait beaucoup plus cru et ça aurait été beaucoup plus immersif. Ouais, je sais pas, mais même, là, il tu joue vois, sur tous les traumas, mais pour au final nous dire non, en fait, même les trucs un peu tendancieux, il n'ose pas aller au bout. Enfin, on nous évoque un peu d'inceste, on nous parle de violence conjugale ou de violence parentale. Enfin, et c'est, je sais pas, ça. On a l'impression qu'il a été bloqué ou bridé en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, là, on pointe beaucoup de choses négatives par comparaison ou par ce côté factuel dont on regarde le film et on se dit cette idée ne donne pas lieu à quelque chose de fort. Mais c'est bon de rappeler que pendant 1 heure, certes, ça colle beaucoup à l'original, mais ce collage en fait fonctionne parce qu'il y a juste les écarts nécessaires pour amener un petit peu de malaise, des petits instants vraiment de questionnement. Oui, il n'y a pas tout acheté. On disait, ça. Même l'écriture, si on prend le film en tant que tel, elle n'est pas mauvaise. Il y a une réelle pression, il y a des réels enjeux. Et il y a une réelle intensité qui grimpe durant plein de scènes. Toute cette scène où ils sont arrivés chez leurs amis dans le sud de l'Angleterre, moi j'ai trouvé ça incroyable, cette ambiance, cette espèce de maison la malaisante, non, mais ça fonctionne. Maudite. Ça fonctionne, les dialogues un peu ambigus, avec tout le temps des sous-entendus, ça fonctionne quand même. Et pareil, là encore, il manque des choses par rapport à la fin. Ouais, on a l'impression que dans 6 mois, il va nous annoncer un director's cut, quoi. Oui, c'est ça. Franchement, ou alors une bad end cut. Oui, un peu. En termes de mise en scène, bon, là, on va quand même essayer de trouver un peu plus de positif là-dedans. Enfin, on va pas essayer, c'est qu'il y a du plus positif. Il y a du plus positif. James Watkins, donc, alors, déjà, moi, je pointe tout de suite un truc. C'est beaucoup plus léché que ses précédents métrages. C'est une mise en scène qui est moins marquée. Parce que si clairement Eden Lake, on peut l'assimiler à un côté hyper naturaliste et voire limite réaliste par moment, si on peut dire que La Dame en Noir a un côté beaucoup plus gothique, là c'est un de ces films où on sent qu'il a voulu le plus possible faire en sorte que sa mise en scène soit à la fois claire, très travaillée, mais quand je dis travaillée, c'est que vraiment il y a beaucoup de jeux autour de la lumière et de l'impact de la lumière en fait sur les situations qui va être présent tout du long du long métrage. C'est un film qui, je trouve, est beau. Déjà, on va pas se mentir, c'est un film qui est vraiment beau. C'est la première chose qu'on s'est dit quand on est sorti du cinéma, c'était vraiment... autant on a évoqué beaucoup de défauts, autant là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse reprocher. Il perd le côté naturaliste qu'il y avait dans Eden Lake, mais c'est pas trop grave parce que... Il va amener autre chose. Voilà, il amène autre chose, il a d'autres idées, et c'est très bien à se renouveler aussi. Il aurait pu reprendre le côté naturaliste et ça nous aurait plu. Oui. Mais le fait qu'il propose autre chose, c'est aussi très intéressant. Et dans cette espèce de décor... Tu parles de la lumière, mais il y a aussi tous les bibelots, les personnages sont perdus vraiment dans cette ferme anglaise. Comme je disais tout à l'heure, c'est maudit du cul. Enfin, ça pue. Il y aurait eu La Dame en Noir qui serait passée dans le fond, ça aurait été pareil. Quoi. Il y a des équivalents, des fois. Il y a des petites idées, mais c'est équivalent des fois. Du coup, le fait qu'il y ait des plans très légers, c'est très intéressant parce que ça permet de faire ressortir tous les petits détails, toutes les petites choses qui font que tu es noyé dans cette espèce d'environnement malsain et tu te retrouves dans la même position que les Londoniens, anciennement américains en plus, qui sont plus... leur appartement, il est très propre, quoi. Ah bah trop propre, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas un bibelot qui traîne sur une étagère. Quoi. Ah oui, non, mais vraiment, on est sur une maison d'expo et on passe sur cette espèce de ferme dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Oh là, attention, fais gaffe. Dégueulasse. Tu vas avoir des problèmes, toi. Mais, non, cette réalisation, ces images et la lumière, tout est finement travaillé.
Et ça donne une esthétique vraiment très intéressante et qui sert bien le film. Ouais, c'est ça. Au final. Mais en fait, c'est typiquement ce genre de cadre dans lequel moi j'aime beaucoup qu'on mette en place des personnages parce que ça fait chaleureux. C'est-à-dire que tu te sens bien et en même temps, comme tu l'as si bien dit, tu sens, pardon du terme, que ça pue la merde. Oui. Tu sens qu'il y a un truc qui se cache là-dessous et pourtant tu te dis, ah, c'est bizarre, je me sens bien dans cette maison. Oui, certes, c'est bas de plafond, il y a des encadrements de portes partout, oui. Tout est sombre, il y a l'air d'y avoir aucun mur blanc, mais bah, j'aime bien. Bah ça va. Bah, déjà, même si les personnages sont enfermés, quand ils arrivent à la ferme, il y a une espèce d'énorme plan sur toute la ferme où ça fait très ouvert pour le coup. Ah bah oui, complètement. Ça fait très lumineux, il fait beau, youpi, par rapport à la grisette londonienne, là il y a un grand soleil quasiment tout le long du film. Tout le long du film. Et non, c'est à la fois très lumineux et très petit, quoi, très étriqué. Oui, c'est ça. Là, on s'y sent bien. On s'y sent bien dans cette maison. Mais, encore une fois, ça m'étonne pas de la part de One Kids de réussir à maîtriser son lieu parce que c'est un cinéaste qui nous a prouvé que ce qui l'intéresse, c'est de correctement placer ses personnages pour ensuite jouer avec le cadre dans lequel il va se trouver. Enfin, encore une fois, on peut aimer ou non La Dame en Noir, mais le lieu dans lequel il place son film et la manière avec laquelle il choisit de le filmer et de le mettre en perspective, c'est ça qui fait que ça marche. Là où Eden Lake, pour le coup, s'il faut trouver du négatif Eden Lake, c'était beaucoup trop classique au niveau du lieu. Oui. Un bord de lac, on l'a vu depuis les années 70 avec... c'est Vendredi 13 T'as Vendredi 13, t'as Délivrance, t'as... Oui, voilà, enfin, ça a été vu et revu. Voilà, là, pour le coup, cette ferme-là, même si on connaît et tout, déjà des fermes dans le sud de l'Angleterre, c'est pas un décor. Ça a dû être exploité mais plus aux États-Unis, mais tu oui, dois mais avoir des... c'est pas, enfin, je trouve que c'est un décor. C'est surprenant, surprenant ce choix de décor. Si, les 100 dalmatiens. Voilà, il y a une ferme au sud de l'Angleterre à un moment, sûrement. Mais enfin, tu vois l'idée. Cette ferme... Tant que tu me fais pas un lien avec les 100 dalmatiens et Speak No Evil. Non, mais au niveau du décor, c'est vrai que c'est pas un décor qu'on voit tout le temps. C'est ça. C'est quelque chose qui est à la fois très ouvert, cette campagne anglaise. Non, et puis elle est tellement bien traitée. La ferme a l'odeur d'une tarte aux pommes à la cannelle. Oui, c'est joliment retranscrit. Mais une tarte aux pommes à la cannelle, où il y aurait constamment où il y aurait constamment un mec qui te regarderait la cuisiner quand même. Hein, oui. Parce que moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un côté très, très voyeur en fait, dans la mise en scène de Watkins. Faites attention aux détails. C'est très intéressant, mais je trouve qu'il a une manière d'amener le voyeurisme, ou en tout cas l'observation de l'autre dans ce film, qui est très subtil et qui joue beaucoup justement avec le spectateur dans le sens où on est constamment mis dans des perspectives, des points de vue, des regards à travers des fenêtres, des portes, des trucs comme ça. Et il joue beaucoup justement sur le placement des personnages et sur à quel point ça peut donner du frisson sans avoir besoin de faire popper un truc. Il se nourrit vraiment, là pour le coup, du décor, parce que tu vas dans les vieilles maisons, dans les vieilles bâtisses, dans les vieilles fermes. C'est vraiment ça, il y a moins de... Comment t'appelles ça, mince beaucoup d'angles morts, moi j'aurais Non. J'ai plus le mot. Vas-y, aide-moi, sinon je peux pas On va y arriver. D'intimité. Ah, il n'y a pas d'intimité en fait dans cette parce maison. Que tu te croises à chaque porte en fait. C'est ça. Tu te croises à chaque coin de porte. Et puis il n'y a pas d'isolation, et il y a des fenêtres partout, mais c'est pas des grandes fenêtres non plus, c'est des petits rayons. Oui, c'est ça. Il y a une espèce d'espionnage permanent, même la scène un peu climax révélatrice. On voit que tout le monde se surveille plus ou moins. T'as ce côté angoissant en fait. Ce lieu a beau avoir cet aspect rassurant qu'on tâte au début en se disant quand même ça fait chaumière sympathique de petite campagne. Peu importe là où tu vas, tu seras forcément vu en fait. C'est ça. Et c'est ça qui vient. Encore une fois, c'est ça qui... Encore une fois, on peut pointer du doigt plein de choses. Le seul petit défaut que je mettrais dans la mise en scène de Watkins, c'est peut-être juste que le film est trop long. Pour moi, 1h50, c'est par moment un poil longué. Moi, ça m'a moins choqué. Mais moi, je trouve qu'il a tendance à étirer des scènes. Je te prends un exemple tout bête, j'ai beau la trouver sympa, je trouve que la scène du repas dans le bar du pote, elle est trop longue. Elle est beaucoup trop longue, elle aurait pu être beaucoup plus raccourcie et condensée. Et c'est plein de petits trucs comme ça où je trouve que peut-être il a étendu des scènes et c'est pas forcément justifié. Ou ça peut être au détriment d'autres explications qui auraient été plus sensées. C'est ça, peut-être. Mais alors ça, encore une fois, ça reste plus, ça incombe plus à l'écriture qu'à la mise en scène. Je te propose qu'on passe au casting. Oui. Casting qui a quand même de sacrées gueules de cinoche, on va pas se mentir. Donc, par qui est-ce qu'on va commencer? Allez, on va commencer par le couple sympathique. Oui. Scoot McNairy et Mackenzie Davis. Alors j'aime beaucoup Scoot McNairy, je trouve bien. J'ai plus de mal avec Mackenzie Davis. Mais je trouve que les deux ont une interprétation, ça va avec l'écriture dont on parlait tout à l'heure, trop cliché.
C'est le couard. Mettez-moi l'image du couard. Oui, bah c'est cet acteur-là. Voilà, merci. Il n'y a pas de prise de risque en fait. Il n'y a pas de choses intéressantes. Tu me diras, dans Eden Lake non plus, il n'y avait pas de prise de risque au niveau du casting. Mais à l'époque, ces acteurs-là étaient moins connus. Alors que Ouais, mais là, y a pas Scott quand même- McNairy, il est quand même très connu aujourd'hui. Mackenzie Davis, pareil. Et Mais il n'y a quand même pas de prise de risque, même qu'ils soient connus ou pas moins dans ce connus. cas-là, mon pote, on va parler des deux qui jouent les méchants, mais alors dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de prise de risque de ce Non, mais côté-là. voilà, Mais pourtant, il y en a un qui s'en zéro sort bien. prise de Hein. risque. Il y en a un qui s'en sort bien, mais parce que on l'aime, Oui. de tout notre amour, on Complètement. en reviendra. Mais en tout cas, les deux qui forment le couple, Ben moi, Louise, ouais. je trouve qu'ils ont un charisme d'huître et un jeu de poulpe, quoi. Enfin, limite, j'étais plus pris par le jeu de l'enfant de leur enfant à eux, Alex West Leffler. voilà, qui joue mieux. Je trouve Qui qu'elle est mieux, ouais. plus Qui est mieux. investi, Mais comme Dan plus- Oof qui joue donc Ant, Oui, qui est très qui bien est plus aussi. Les deux investi, enfants, voilà. ils sont à citer. Les deux sont vraiment très très bons. Et Mhm. pour le coup, ils volent la vedette Voilà. par moment, hein, C'est Mackenzie ça. Davis et Ascot McNairy, clairement. Mais parce qu'à côté, en même temps, il y a deux belles pointures. Donc déjà, il y a Aisling Franciosi, que personnellement j'ai découvert dans The Nightingale, qui était le deuxième Mhm. long métrage de Jennifer Kent. c'est vrai. Mr. Babadook, mon monsieur. Ah oui, mais The Nightingale, enfin, Oui. il est ressorti sur Shadows. C'est bon de le citer. Oui, oui. Donc voilà, Aisling Franciosi, elle est vraiment excellente. Je trouve qu'elle a Mhm. vraiment la bonne gueule et qu'elle fonctionne très très bien. Tout comme notre cher, notre délicieux, notre immense, notre machiavélique James McAvoy. C'est Qui donc pareil. perdure cette espèce de besoin de la part de James Watkins d'aller prendre des acteurs venant de grosses sagas et de les foutre dans des films d'épouvante, puisqu'après avoir foutu Harry Potter et Magneto dans des films d'épouvante, Il n'avait pas encore joué dans X-Men, hein. je suis pas sûr. Ou alors peut-être qu'il Non, venait bah juste d'avoir non. été casté pour X-Men le commencement. Ah bah non, X-Men, le commencement c'est 2010. Eden Lake c'est 2007 ou 2008. C'est pas 2008 J'ai un doute. Ça Oh va la aller mon vache. lapin, Oh, ça va aller mon oh, lapin. tu m'as fait mal là. Bref, tout ça pour dire Qu'il qu'il n'y a aime pas, bien, il y a il pas aime de prise de risque, mais on retrouve le James McAvoy de Split finalement. Il y a beaucoup de similitudes. l'espèce de Il y a beaucoup de bête, similitudes dans le jeu. C'est un peu la chose dommage, c'est qu'il sort pas vraiment des rôles qu'il a eu précédemment. Bah, il sort pas de sa zone de confort en fait. Dans Il- le genre horrifique épouvantable. Il rentabilise sa salle de muscu. Voilà, la scène où il Je pousse. sais pas le dire, mais voilà. oui, oui, Il oui. rentabilise la salle de Oh, muscu. même tout le Mais, temps oui. où il est en Marcel là, hein, c'est. Regardez-moi, je suis le futur. Je suis The Rock. Oui. Non, le futur Hugh Jackman plutôt, j'allais dire. Pas mal. Mais il joue quand même très efficacement. Les scènes où il est complètement barjot, il est complètement fou, il l'incarne Ah, à oui. la perfection. Bah, la Et scène là, qu'on voit dans la tu vois bande-annonce plus avec, Jack McAvoy, enfin, la radio quand son fils est en train d'essayer de Oui. faire la choré, il est fou dedans. Même enfin. cette espèce de cri qu'il lâche à un moment, enfin vraiment, non, c'est. Ouais. Non, mais oui. Il joue quand même très très bien, on peut pas le nier. Clairement. L'interprétation est très juste. Et lui, pour le coup, ne tombe pas dans le caricatural, je trouve. Non. Il est dans. En fait, c'est ce que j'ai pu déjà évoquer par le passé pour d'autres acteurs. Il est sur cette corde raide où il pourrait tomber dans la caricature, où on pourrait se dire qu'il en fait trop. Mais vu qu'il arrive derrière à équilibrer ça par des jeux d'émotions ou par des instants où il est beaucoup plus terre à terre, et ben ça marche. Ça marche et ça fait que ça fonctionne et ça fait qu'on le retient à la fin et qu'on se dit il n'est pas allé trop loin. Il est allé dans la meilleure direction possible. Il a réussi à faire en sorte que son perso ait juste le twist cérébral nécessaire pour faire en sorte qu'on se dise putain, il le joue bien. Mm. Et c'est ça qui fait que Mais ça en marche. fait, j'ai beaucoup revu le jeu. Alors, j'ai plus le nom de l'acteur qui joue dans Skins et qui a joué dans Eden Lake. Qui joue le jeune branleur Oui, chef de la je bande l'ai là. plus, mais oui, je vois duquel tu veux parler. Qui joue James Cook dans Skins. Oui. Et j'ai retrouvé un peu ce jeu-là de justesse entre. Il a énormément de compassion pour ses amis, pour son chien dans Eden Lake, enfin voilà. Il y a quand même de l'amour au-delà du. C'est pas simplement un monstre, c'est pas simplement quelqu'un de cruel. Mais derrière, c'est quand même un sacré salaud, quoi. Moi, j'ai retrouvé un peu de son interprétation qu'il avait eu. Alors, j'ai plus le titre et j'ai vraiment pas envie de mal le prononcer. C'était un film qu'il avait fait avec John S. Baird où il jouait un flic un peu corrompu et complètement crado et dégueulasse. Et j'ai retrouvé un petit peu de ça, cette nuance de l'extrême, mais compensée par une certaine maîtrise du personnage qui fait que tu te dis, il va pas trop loin. Il maîtrise en fait. C'est ça, voilà. Il a une maîtrise. Il a une maîtrise, clairement. C'est un Jedi. Voilà. Obi-Wan Kenobi. Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Speak No Evil? Alors, allez voir, regardez Eden Lake, vraiment. Regardez l'original de Speak No Evil. Regardez The Nightingale sur Shadows.
Placement de produit, non, pas Non, encore, ça pas encore un jour. Shadows virement. Et bah regardez Split. Regardez Wanted, on en a parlé, et parce qu'on se demandait quand est-ce qu'on avait vu James McAvoy pour la première fois. Du coup, on regardait les Wanted. chroniques de Narnia. Regardez Shameless, la version anglaise, pas américaine. Et après que vous aurez vu tout ça, Speak No Evil. si vous avez un peu de temps, peut-être, il y a le Seigneur des Anneaux version longue qui passait ce matin, est-ce qu'on aurait mieux fait de pas aller voir ça? Peut-être. Est-ce que c'est un indice sur une future vidéo que je vais faire sur ta chaîne? Peut-être. Mais bah, allez voir Speak No Evil parce que c'est pas non plus un mauvais film. On y passe un bon moment. Si votre cinéma coûte 14 € la place, n'y allez pas. Bonne journée. C'est bien résumé. Oui. Non, bah, c'est sympa. Voilà, je reste sur ce que j'ai dit au début, c'est sympa, ça vaut pas l'original qui est clairement un bon petit cran au-dessus, on va pas se mentir, mais peut-être que c'est encore une fois le charme norvégien et danois qui fait que l'ambiance du film a un petit truc vraiment atypique et particulier, je ne sais pas. En fait, il a le même symptôme que Millennium. Oui, c'est pas faux. Il a anglicisé du danois. Personnellement, moi j'aime bien quand même la version de David Fincher. Alors, Désolé. c'était ma dernière vidéo sur la chaîne de vente. J'ai quand même une petite préférence, mais bon, ça c'est un choix. Mais voilà, mais je trouve qu'il y a ce charme qui peut-être n'opère pas assez ici parce qu'il y a un cinéaste qui a envie d'aller dans une autre direction et que cette autre direction ne matche pas peut-être avec les intentions de base du projet. Et c'est peut-être là en fait qu'on se confronte avec l'idéologie qui se passe lorsqu'il y a un remake, c'est-à-dire est-ce qu'on choisit de vraiment se l'approprier complètement et lui donner une nouvelle portée quitte à se planter, ou est-ce qu'on colle vraiment de manière littérale à l'original, et dans ce cas-là, certes on a quelque chose d'impactant et de puissant, Là, vu que mais le sujet principal, enfin, le dénouement principal de l'original est complètement perdu. Mais j'ai vraiment. Oui, mais rappelle-toi aussi Shining. Shining, il y a un dénouement qui est très différent. C'est très différent, j'ai bien conscience. Mais c'est là qu'on parle d'adaptation. La finalité est la même, hein. La finalité est la même, mais la manière avec laquelle c'est tourné n'a pas le même impact en fait Ouais. sur le spectateur. Bon, on va pas. Mais voilà, on tu va se vois l'idée. bagarrer. Mais après, caméra. après, pour moi, voilà, ça fait tout de même Speak No Evil de James Watkins, c'est sympa, mais ça vaut pas l'original. Ouais. Si on devait tirer un bilan global, ça serait vaut ça. pas C'est les sympa, Dunlake. mais ça vaut pas l'original. Et on est loin des Dunlake. Oui. Et ça, c'est un autre problème. Il va falloir que James Watkins se pose les bonnes questions pour l'avenir. Avant que tu coupes, je vais chercher qui joue. Va chercher qui joue dans Eden Lake, le jeune branleur. Ouais, on ira le chercher. Et bah merci mon cher Hugo. Bah, merci à toi pour l'invitation. Comme d'habitude, On se revoit très c'est un vite. plaisir. Oui, oui, ça Oui, je oui. n'en doute pas. Ça je n'en doute pas du tout. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Allez, salut. Moi, je me contenterai de faire un petit spoil comme ça. Je crois que la DAS va avoir du souci à se faire quant à ses enfants. Voilà. Bonne journée. Des séances de psy à peu cher. Tiens, on va me chercher qui c'est qui joue dans Eden Lake.